Alors bonjour à tous. Donc oui, Gwendoline m'a présentée. Je suis référente de parcours sur la plateforme Prieur Maladies Rares des Pays de Loire et également assistante sociale sur le CHU d'Angers au sein du service génétique. Je vais tenter de vous expliquer les tenants et les aboutissants de la PCH. Alors, l'extension de la PCH, les nouveautés, la mise en application et la PCH de façon plus générale parce que je pense qu'il faut comprendre voilà, les questions d'éligibilité de la PCH globale pour comprendre les modifications et les nouveautés. Donc on va avancer ensemble. Attendez, j'ai un petit souci. Voilà. Autour de cette question-là, j'ai préparé voilà, une présentation qui reprend donc les définitions, les critères d'attribution, les évolutions, les fera un zoom, plus précisément sur le décret qui nous intéresse du 19 avril 2022 pour comprendre les ajouts, les modifications de certaines activités et puis la création de ce nouveau domaine, le soutien à l'autonomie. Donc la PCH, dite prestation de compensation du handicap, c'est une aide personnalisée, individualisée, qui permet la prise en charge des dépenses liées au handicap. Elle est destinée à compenser la perte d'autonomie. C'est pour ça que d'ailleurs on l'appelle la prestation de compensation. Elle vient compenser ce que la personne n'est pas en capacité de faire du fait de son handicap. Donc compenser la perte d'autonomie des personnes en situation de handicap dans la vie quotidienne, y compris dans la vie sociale. Et on peut aussi aller jusqu'au volet professionnel puisque c'est l'objectif de cette prestation. C'est une prestation qui est destinée aux enfants comme aux adultes. On reverra dans un second temps, ces précisions-là. Il faut avoir au moins 20 ans, et percevoir, là on parle des enfants, un complément de l'AEH pour pouvoir avoir droit à ce qu'on appelle le droit d'option, AEH plus complément ou AEH de base plus PCH. Ça, c'est des spécificités que je ne développerai pas ici et qui pourraient faire l'objet d'une présentation aussi à ce niveau-là. Et donc, on peut prétendre à la PCH en tant qu'enfant et en tant qu'adulte, sachant que le droit initial doit être ouvert. Alors, on dit avant les 60 ans, mais finalement, il faut que le diagnostic et les incapacités puissent être prouvés avant les 60 ans de la personne. C'est une petite subtilité. La PCH, souvent est rattachée à la MDPH dans notre esprit. La PCH, elle est attribuée par la CDAPH, donc la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. C'est une commission qui siège à la MDPH et qui prend la décision au vu des éléments transmis, des éléments administratifs et médicaux, le fameux dossier MDPH. Donc la MDPH décide du droit avec une durée, une validité, mais c'est le département qui va verser cette prestation. On parle dans notre jargon professionnel d'organismes décideurs et d'organismes payeurs. Donc pour augmenter un droit, c'est vraiment auprès de la MDPH qu'il faut se tourner. Le département ne fait que mettre en œuvre les décisions de la MDPH et ne fait que verser cette prestation. Ne fait que. On s'entend, mais en tout cas, il est là pour le mettre en paiement. Je vous disais tout à l'heure que cette prestation est destinée aux adultes et aux enfants, et elle est aussi et surtout destinée aux personnes, qu'elles soient à domicile ou en établissement. C'est vraiment important de le nommer. On verra dans un second temps, la PCH répond à différents besoins. On peut être sur de l'aide humaine, mais aussi sur des aides techniques. En établissement, on peut avoir besoin pour une tablette de communication, pour un fauteuil roulant électrique, par exemple, de faire appel à des droits au titre de la PCH aide technique. On peut aussi avoir de l'aide humaine. Alors, l'aide humaine est diminuée. On parle de 10% du droit qui est ouvert lorsque la personne est en établissement. Voilà, il y a des petites subtilités de temporalité, mais le droit existe et peut tout à fait être ouvert avant et même pendant. Donc, enfant, adulte, à domicile, en établissement. Je j'anticipais en parlant d'aide humaine, d'aide technique. C'est une prestation qui répond effectivement à différents besoins pour venir compenser. Donc on a le volet aide humaine, le volet aide technique, le volet aménagement du logement, du véhicule
et surcoûts liés au transport, le volet charges spécifiques et exceptionnelles et le volet aide animalière. Chacun de ces volets correspond à une aide spécifique. Les aides humaines correspondent effectivement à des heures, à une enveloppe qui permet de financer des heures d'aide humaine, d'aidant familial. Les aides techniques, on est plus sur une enveloppe qui est ouverte sur une certaine période. Pareil pour l'aménagement du logement. Et les charges spécifiques, on peut être sur des sommes versées mensuellement. Souvent, c'est 75 du coût engagé. Encore une fois, ça dépend vraiment des charges. Et l'aide animalière, comme son nom l'indique, effectivement, c'est pour une aide animalière pour des besoins particuliers. Donc, elle permet, la PCH, de financer toute ou partie des dépenses liées à la perte d'autonomie, sous réserve d'éligibilité. Voilà. Et par contre, ce qui est important à savoir, et c'est un petit clin d'œil, si je peux me permettre, aux aides ménagères qui ne sont pas couvertes aujourd'hui en tant que telles par la PCH. La PCH ne couvre pas tous les frais de compensation pour l'ensemble des personnes ayant un besoin identifié lors de l'évaluation. Pour ouvrir droit à la PCH, il y a une évaluation qui se fait en général à domicile, qui fait le point sur toutes les capacités et les besoins à compenser. Dans ces besoins à compenser, la PCH ne vient pas répondre à tous ces besoins. D'où mon petit clin d'œil sur la question du ménage, parce que l'aide ménagère n'est pas prise en charge à aujourd'hui par la PCH. Je reviendrai sur cette subtilité puisque le nouveau domaine peut venir un petit peu soutenir ce besoin, mais en tant que tel, l'aide ménagère n'est pas prise en charge. C'est pour ça qu'on dit que c'est une prestation qui doit être mobilisée en complémentarité d'autres aides spécifiques de droit commun, légal ou extra-légal. C'était une petite spécificité. La PCH a bien évidemment des critères d'attribution, cette notion d'éligibilité pour pouvoir entrer dans le dispositif. Alors il y a 2 degrés. Il y a l'octroi de la PCH de façon générale, c'est-à-dire l'éligibilité à tous les éléments sauf à l'aide humaine. Donc il faut avoir une difficulté absolue ou 2 difficultés graves parmi 20 activités que je vais vous nommer dans un second temps. Si effectivement on répond à ça, on peut être éligible aux éléments 2 à 5 de la PCH. Pour pouvoir prétendre au volet aide humaine, c'est d'autres critères d'éligibilité qui sont questionnés. Alors, juste avant de vous présenter les activités en tant que telles, je reviens sur la notion de difficulté grave et difficulté absolue. Une difficulté absolue, c'est une activité qui ne peut être réalisée par la personne elle-même. Sans aide d'un tiers extérieur. La personne est dans l'incapacité de pouvoir la réaliser. On ne parle pas d'une activité qui est réalisée partiellement, difficilement. On est sur une activité qui ne peut pas être engagée. Là où on parle d'une difficulté grave, c'est là où l'activité est justement, quant à elle, réalisée difficilement, avec l'aide d'un tiers, partiellement et de façon altérée, et ou de façon altérée. Voilà, c'est effectivement, alors les évaluateurs ont toute compétence pour évaluer et expliquer tout ceci. On parlera de projet de vie tout à l'heure. Je trouve que c'est toujours important de montrer la capacité de la personne quand on dit elle ne peut pas. Est-ce qu'elle ne peut pas du tout? Est-ce qu'elle ne peut pas complètement? Ou est-ce que l'activité réalisée n'est pas faite, le résultat n'est pas optimal? C'est vraiment des choses à souligner parce que ça donne une information sur les capacités de la personne à faire ou ne pas faire ou de façon limitée. Donc, la PCH, une difficulté absolue ou 2 difficultés graves dans les activités que je vous montre maintenant. On reviendra sur ces activités. J'ai spoilé un petit peu la suite puisque dans ces activités qui sont au nombre de 20, il y a les nouvelles activités qui ont été ajoutées par le législateur, donc les modifications et les nouvelles activités. Donc l'éligibilité de la PCH est toujours en lien avec cette notion de mobilité. On regarde la capacité de la personne à se mettre debout, faire ses transferts, marcher. On parle de cette capacité sans aide technique.
on reviendra peut-être sur ça, vous aurez peut-être des questions, mais on parle vraiment de dans quelle mesure la personne est en capacité de se mettre debout sans l'aide d'un tiers ou sans une aide technique, une canne, un déambulateur ou des choses comme ça, un cadre de marche. Donc se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer, l'appréhension de la main dominante, de la main non dominante, c'est des choses importantes à pouvoir nommer dans un dossier quand on le constitue. Avoir des activités de motricité fine, se laver, assurer l'élimination, utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas. C'est une activité qui est effectivement découpée en de nombreuses actions qui sont à nommer. Peut-être que la personne est en capacité de s'habiller, c'est-à-dire que le résultat, est complet, mais que pour autant ça demande des adaptations ou des vêtements adaptés, et qui sont à nommer aussi, lors de la réalisation du projet de vie. Parler, entendre, voir, ça c'est les critères d'attribution. J'ai pas avancé sur mon diaporama, pour l'éligibilité à la PCH en général. C'est important à l'avoir en tête. Les évolutions législatives récentes. On y vient. Il y a différents décrets qui sont rentrés en application dernièrement. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la PCH parentalité. C'est pas l'objet de mon intervention, mais j'en parle quand même puisqu'elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2021, d'un décret du 31 décembre 2020. Juste pour reprendre, la PCH parentalité, c'est, une prestation qui est versée si l'on est parent en situation de handicap d'un enfant de moins de 7 ans et si l'on est nous-mêmes éligibles à la PCH. Le décret du 19 avril 2022 qui nous amène aujourd'hui a aussi permis l'octroi, enfin la création d'un forfait surdicécité. Donc ça concerne les personnes atteintes de surdicécité et il permet l'accès à des aides humaines forfaitaires. Et le décret en question qui nous amène, c'est le décret qui est aussi entré en vigueur au 1er janvier 2023, qui vient modifier les critères d'attribution et l'accès à la PCH. C'est pour ça que ça me semblait important de vous expliquer quels étaient les critères d'attribution et les notions d'éligibilité et d'activité pour mieux comprendre les modifications et les évolutions. Et ce décret est venu aussi créer un nouveau domaine qui vient répondre à des besoins spécifiques pour les personnes avec une altération des fonctions mentales, psychiques, cognitives ou des troubles du neurodéveloppement. Ce décret, pour la petite histoire, répond à un engagement pris lors de la CNH, la Commission nationale du handicap de 2020, où un groupe de travail préparatoire consacré à la PCH avait fait le constat d'une inadaptation de la PCH aux besoins des personnes ayant un handicap physique, cognitif, développemental. C'est en réponse à ce constat qu'ont été lancés lors de cette conférence nationale du handicap qui remonte au 11 février 2020, qui ont été lancés des travaux pour une adaptation effective de la PCH. Mission confiée au docteur Denis Leguet en mars 2020. C'est pour ça qu'on parle du rapport Leguet. Ce constat, ce travail a été rendu en juillet 2021 et ce constat impose de prendre collectivement conscience des conséquences des difficultés d'accès à la PCH pour une population dont la situation de handicap nécessite une stimulation, une veille, une assistance, un accompagnement à l'autonomie. Cette absence d'aide concrète au quotidien, et ça a bien été noté et mis en avant, générait de l'isolement, de la chronicité, voire de l'aggravation de certaines pathologies, des risques de rechute, de régression des apprentissages, aussi et surtout un épuisement et des risques psychiques pour les aidants familiaux et l'entourage. Toutes ces choses-là ont été mises en exergue et ont permis vraiment une meilleure prise en compte voilà, des altérations cognitives, psychiques, des troubles du neurodéveloppement. Tout a été imbriqué pour permettre d'apporter une réponse qui ait du sens. Donc ce décret vient ajouter des critères. Alors, pour l'éligibilité générale de la PCH, on vient d'en parler, il y a une première entrée à l'éligibilité générale de la PCH. Pour autant, pour prétendre au volet aide humaine, la PCH 1, comme on l'appelle, il faut
valider d'autres critères que je n'ai pas présentés pour le moment, mais qui vont arriver avec les nouveautés. Donc, ce décret est venu modifier ces 2 portes d'entrée et ajouter un nouveau domaine pour lequel il est possible d'attribuer des heures pour les personnes ayant une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives. C'est ce que l'on appelle le soutien à l'autonomie. Donc, l'ajout des 2 activités, je les avais présentées avant puisque désormais le tableau des activités, les contient, l'ancien n'existe plus. On avait à l'époque, on avait, 19 activités, on en a désormais 20. Mais il y en a 2 qui ont été modifiées. Elles apparaissent en vert sur mon diaporama. Je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je la bouge. Auparavant, on avait se déplacer dans le logement, et on avait maîtrisé son comportement, dans ses relations à autrui. Alors je vais juste faire un petit zoom sur ça. Se déplacer dans le logement plus se déplacer à l'extérieur est devenu se déplacer. Je vous expliquerai la nuance et maîtriser son comportement à autrui, pardon, est devenu maîtrise. Ça a toute son importance par rapport à aux personnes dont on parle aujourd'hui. Alors pour se déplacer, auparavant, le législateur parlait de se déplacer d'un endroit à un autre sans utiliser un moyen de transport. C'était vraiment précis, on ne parlait pas d'utiliser un moyen de transport, on parlait de la capacité à se déplacer d'une pièce à l'autre, changer de niveau, aller dans un bâtiment, prendre des escaliers, sauter et voilà. À aujourd'hui, on parle vraiment de se déplacer, alors toujours à l'intérieur, à l'extérieur, sortir, mais aussi et surtout avec la prise en compte des transports en commun, enfin la prise en compte des déplacements en transport, ce qui n'était pas du tout pensé auparavant et ce qui vient vraiment modifier les réponses à cette activité se déplacer qui pouvaient être, possibles et qui ne l'est peut-être plus complètement, parce qu'une personne peut être en capacité de se déplacer d'un point de vue physique, mais n'aura pas la capacité d'aller prendre un bus pour se rendre d'un point A à un point B par rapport à tout le stress et que ça engendre et toute la construction d'une activité qui demande tout un nombre d'étapes qui ne peuvent être réalisées du fait de troubles. Donc, on a l'activité se déplacer qui a été modifiée et on a l'activité maîtriser son comportement qui était auparavant maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. On était vraiment sur une interrelation avec l'autre, là où on est sur maîtriser son comportement de façon générale. On parle de la personne et pas de la personne en lien avec les autres, uniquement gérer son stress, faire face à des situations qui impliquent de la nouveauté, de l'imprévu, maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique, selon les circonstances et dans le respect des convenances. C'est beaucoup plus large et surtout ça touche des sphères bien différentes de la relation à autrui qui était jusqu'alors pensée sur cet item-là. Il y a eu la création également d'une nouvelle activité, entreprendre des tâches multiples. C'est pour ça qu'on est passé de 19 à 20 activités. Entreprendre des tâches multiples, c'est entreprendre des actions simples ou complexes et coordonnées, qui sont les composantes de tâches multiples, intégrées ou complexes, réalisées l'une après l'autre ou simultanément. Hem, Ça, c'est quelque chose qui est, je reparlerai du projet de vie parce que j'y reviens souvent, mais c'est à cet endroit-là et dans d'autres formulaires que l'on peut vraiment mettre en avant, la difficulté, d'accomplir une tâche multiple et complexe, par la multiplicité des étapes que ça demande. Ça demande de planifier une activité, ça demande de l'organiser, de la commencer et de la mener à son terme, par exemple. C'est des choses qu'il faut, préciser, compléter, construire quand on fait une demande pour montrer la difficulté, la lacune ou l'incapacité de la personne à le faire par la présence de troubles cognitifs et ou psychiques. C'est pour ça que je note, la personne peut avoir les capacités physiques pour la réalisation, euh, mais ne pas être en capacité de pouvoir aboutir par rapport à d'autres problématiques. Donc ça, c'est la création de cette nouvelle prestation.
Je reviens juste sur la suite. On a, parlé de l'éligibilité générale avec les fameuses 11 activités, et maintenant on va parler des critères d'éligibilité de la PCH Aide humaine qui va ouvrir droit à d'autres formes de soutien. Donc pour mémoire, on avait ce tableau avec ces 20 activités. Pour la PCH Aide humaine, il faut répondre à d'autres critères. C'est-à-dire il faut avoir eu une incapacité absolue ou deux incapacités graves dans les activités présentes, mais il faut pour l'aide humaine aussi répondre à des incapacités, à des difficultés dans des actes essentiels qui sont notés ci-après. L'aide humaine, pour son évaluation et pour pouvoir, ouvrir un droit à cette prestation, c'est une grille de 7 actes essentiels. Heu, on les reverra, mais je vous l'ai dit tout de suite, la toilette, l'habillage, l'alimentation, l'élimination, le déplacement et les 2 nouvelles qui sont apparues, maîtriser son comportement et réaliser des tâches multiples. Auparavant, il n'y avait effectivement que 7 actes, que 5 actes essentiels, à aujourd'hui, de faire sa toilette, s'habiller, heu, gérer la question de l'alimentation, de l'élimination, se déplacer et pour autant avoir des difficultés sur les 2 derniers items, ce qui permet d'ouvrir droit au nouveau volet dont on va parler. Donc c'était juste, c'est beaucoup de redites, mais je sais que, moi, maîtrisant le dispositif, ça me semble assez simple. Si vous le découvrez ou si, cette présentation vient vous apporter des éclairages, je trouve que c'est important de vraiment se remettre chacune des étapes puisque je vais certainement très vite. Donc, on se souvient d'une difficulté absolue ou de grave dans les 20 activités. Si c'est le cas, on est éligible à tous les domaines sauf l'aide humaine et pour être éligible à l'aide humaine, il faut répondre à la même question, mais sur les 7 activités. Donc elles reviennent ici, les 7 activités que je viens de vous présenter, qui, désormais contiennent, 2 nouvelles modalités et c'est aussi ça, le sens de ce décret, c'est de venir rajouter et pour l'éligibilité générale et pour l'aide humaine, cette notion de comportement et de tâches multiples qui sont peut-être, moins facilement, heu, faciles à nommer, je m'exprime mal, par un médecin dans un certificat médical, mais qui ont toute leur place, sur, la partie très administrative et sur le fameux projet de vie dont je reparle, sur lesquels on peut expliquer ces difficultés du quotidien et qui ont tout autant de poids que la partie médicale. Heu, donc la maîtrise du comportement, les tâches multiples. Ceci permet d'ajouter un nouveau domaine, dans la PCH1, la PCH aide humaine, qui aujourd'hui venait répondre par la mise en œuvre d'heures d'aide à domicile en l'occurrence, ou d'aide à la personne. Aujourd'hui, ça vient répondre à des actes essentiels, à ce qu'on appelle de la surveillance régulière, la fonction élective et aujourd'hui, ça vient aussi répondre aux besoins, sur la question du soutien à l'autonomie. C'est ça, le fameux nouveau domaine. Donc, c'est pas une extension de la PCH, c'est un domaine dans la PCH aide humaine qui a été ajouté et qui permet l'octroi d'heures, différemment, que l'octroi d'heures que l'on a jusqu'alors pour, les actes essentiels, la surveillance régulière. Donc on est vraiment sur, l'ajout d'un domaine dans la PCH1, PCH aide humaine, du fait de ces nouveaux critères d'éligibilité qui permettent de pouvoir répondre à de nouveaux besoins et ce besoin, il est exprimé dans ce domaine. Vous ne connaissez peut-être pas ce tableau, mais c'est, ce que les évaluateurs ont et on entend souvent parler de, la personne a le droit à, 3 heures d'entretien personnel, une demi-heure pour les déplacements, 5 heures pour la vie sociale. Ça se regroupe dans ces domaines. Quand on regarde sur la gauche, on a les actes essentiels. Donc tout à l'heure, je parlais des actes essentiels. Donc sur la gauche du tableau, on a actes essentiels. Dans les actes essentiels, il y a les besoins éducatifs, il y a l'entretien personnel, il y a la question des déplacements. Donc l'évaluateur, l'évaluatrice, quand elle vient et quand l'éligibilité est acquise à la PCH1, elle va ensuite distribuer, c'est un terme, on s'entend, hein, distribuer fonction des besoins évalués, elle va distribuer les heures qui permettront une compensation. Donc par rapport à ces différents postes, toilettes, habillage, alimentation,
vous avez le tableau, la participation. On a la question de la surveillance régulière, elle était ici, la surveillance régulière. Et puis on a le soutien à l'autonomie qui arrive avec ensuite tout ce qui est fonction élective, aide à la parentalité. C'est entre parenthèses parce qu'il n'y est pas immédiatement à cet endroit. Donc voilà, le soutien à l'autonomie, c'est une réponse aux besoins en aide humaine. C'est une réponse aux besoins en aide humaine. C'est un domaine donc pour lequel il est possible d'attribuer des heures afin de bénéficier d'un accompagnement pour réaliser certaines activités. Certaines activités, ça peut être planifier, organiser, entamer, exécuter et gérer le temps d'activité habituel. Effectuer des tâches multiples, on en a parlé tout à l'heure des tâches multiples de la vie quotidienne, comme entretenir son logement, se rendre à un rendez-vous médical. J'insiste beaucoup sur se rendre à un rendez-vous médical parce que dans les nouveaux actes essentiels pour justement cette aide humaine, il y a tâches multiples et la nouveauté de cet acte essentiel dans les dans le dans 1, 2, 3, la réalisation de tâches multiples à cet endroit-là, c'est que on parle aussi sur l'organisation et l'effet, aller jusqu'au bout de cette tâche, aller jusqu'au bout. Il y a la prise de rendez-vous, mais il y a aussi mettre en place peut-être la question du transport, de l'accompagnement, des documents, du lieu où se rendre, et puis quelquefois, d'être présent une demi-heure avant sur le lieu du rendez-vous. C'est tout un tas de choses qui peuvent être et qui sont très rapidement complexes, et qui demandent un accompagnement. Donc, prendre les transports, je viens d'en parler, maîtriser son comportement. Heu, pour être pris en charge, et ça c'est très souvent indiqué dans tous les documents législatifs que j'ai pu lire pour préparer la présentation, pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce soutien à l'autonomie doit être durable ou survenir fréquemment. Je pense que c'est quelque chose, que j'aurais peut-être d'ailleurs dû mettre bien plus en évidence, la notion de durabilité. C'est-à-dire que, c'est pas, là en ce moment suite à, une problématique santé, c'est durable dans le temps et survenir fréquemment. Et là aussi dans le projet de vie, c'est peut-être des choses à mettre en avant, la survenue, du besoin et la réalité sur le quotidien, mais sur la semaine. Donc la notion, de soutien, à l'autonomie s'entend donc comme un accompagnement d'une personne dans l'exercice de son autonomie, soutien à l'autonomie. Donc l'accompagnement d'une personne dans le respect de ses aspirations personnelles. Heu, c'est aider à réaliser les gestes essentiels de la vie, sans les réaliser complètement à la place d'eux. Et c'est là où je cherche dans ma petite liste, l'exemple du ménage, par exemple. La PCH ne vient pas financer des heures de ménage. On ne peut pas faire financer par la PCH des heures de ménage. Par contre, dans la PCH aide humaine, dans le volet soutien à l'autonomie, on peut faire valoir le besoin, d'aider et de soutenir la personne pour faire le ménage, lui montrer les différentes étapes, la soutenir, l'accompagner, l'orienter, la guider et puis la temporalité. Voilà, à quel moment on doit, faire une machine, à quel moment on doit, faire la vaisselle, laver le logement, descendre les poubelles. Toutes ces choses-là sont pas initialement présentes dans le droit de la PCH, mais sur ce nouveau domaine, on peut en tout cas faire valoir le fait qu'une personne peut être capable, je parle adulte comme enfant, hein, je fais des allers et venus sur différents types de populations, mais on peut être en capacité de vivre seul dans un logement en étant étayé, en étant soutenu sur des actes très spécifiques et liés à l'entretien du logement qui jusqu'alors n'étaient pas valorisés. Aujourd'hui, elles le sont. Élaborer des menus, faire la liste de courses. On parlait de tâches multiples tout à l'heure. Le soutien à l'autonomie peut être, sur, cette question-là. Aller faire les courses, choisir les produits, les ranger, dans le frigo ou dans un placard, faire le ménage, préparer les repas simples, faire la vaisselle, entretenir le linge, les vêtements. Toutes ces choses-là font partie, de cette nouvelle, modalité et de ce nouveau domaine d'intervention. Donc, je me répète, c'est une nouvelle modalité de réponse aux besoins d'aide humaine qui n'existait pas auparavant. Ça complète les aides existantes pour l'élément de la PCH1 parce que c'est pas parce qu'il y a ces aides que les autres ne sont pas en place pour la toilette, pour la vie sociale, etc. C'est encore une autre facette des interventions. Et l'idée, c'est vraiment, et c'est souvent répété, d'acquérir plus de pouvoir d'agir.
sur ce domaine. Donc pour compléter et pour reprendre encore une fois sur cette présentation, on est avant le décret à 5 actes essentiels. On est aujourd'hui à 7 et on était à 3 domaines, on est aujourd'hui à 4. Donc il y a de nouveaux actes pour accéder à l'éligibilité et sur les réponses octroyées, on a désormais un 4e domaine sur le soutien à l'autonomie. Ce domaine soutien à l'autonomie correspond à un nombre d'heures attribuables qui peut atteindre 3 heures par jour. En fait, le temps d'aide est attribué sous forme de crédit de temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois. Excusez-moi, je relis en même temps ce que j'ai écrit. Donc sur une durée de 12 mois, ça veut dire que la personne peut utiliser plus ou moins de 3 heures par jour dans la limite du crédit. Par exemple, Marie a le droit à 30 minutes par jour. Cette semaine, Marie choisit d'utiliser 2 heures lundi pour être accompagnée pour faire ses courses et 1h30 jeudi pour entretenir sa maison. C'est vraiment l'appréciation du temps d'aide. Le temps d'aide prend en compte la situation de chaque personne. Ce ne sera pas formulé de la même façon pour une autre personne par rapport à ses besoins. L'idée, c'est vraiment sur 12 mois à redistribuer sur le mois, sur la semaine. Voilà sur la notion de soutien à l'autonomie. J'ai bien conscience que les choses vont très, très vite et bien évidemment, vous aurez cette présentation en replay. Je voulais revenir sur des choses qui me semblent très importantes parce que pour pouvoir ouvrir ce droit, il faut en amont faire un dossier MDPH avec ce fameux CERFA qui peut paraître aux familles long et complexe. J'ai quelques petits outils qui me semblaient importants de vous présenter. Alors j'espère que la technologie va fonctionner. J'insiste toujours sur le projet de vie. Alors, c'est des documents qui ont été édités par le CRA sur la région Pays de Loire, mais peut-être aussi au national. Le projet de vie, donc il y a pour les enfants, pour les adultes. Je vais voir si ça marche. Alors, excusez-moi, je vais juste sortir de ma diapo pour essayer d'aller et de vous transmettre le bon document. Là, c'est la limite de la technologie. Voilà. Donc, affichage. Excusez-moi. Mode plein écran. Normalement, vous le voyez en plein écran. Donc, sur les enfants, le projet de vie sert à donner une dimension personnalisée au formulaire unique. Formulaire unique avec le nom, prénom, la date de naissance, les difficultés au quotidien. Ça peut être dupliqué à beaucoup d'enfants, mais le projet de vie, ça vient vraiment donner cette dimension personnalisée qui permet à l'équipe d'évaluation de comprendre les difficultés, les besoins de l'enfant, de la famille. Comme si on avait un échange avec eux. Moi, ce que je dis souvent aux familles que j'accompagne, c'est faites-leur une photo de vous à l'instant T. Il faut qu'ils comprennent qui vous êtes vous dans votre singularité, dans votre difficulté, dans votre quotidien, avec votre enfant qui n'est pas le même que son voisin. Donc, vraiment, c'est quelque chose de fastidieux, de long, de complexe et c'est aussi quelque chose de difficile parce que ça demande une introspection. Les familles que j'accompagne, je leur dis souvent que c'est pas drôle de faire un dossier MDPH parce qu'on va parler de tout ce qui va pas, alors qu'il y a tellement de choses qui vont bien. Mais pour faire valoir le droit et le besoin à la compensation, il faut vraiment montrer les difficultés du quotidien. Donc c'est vrai que c'est des moments où on va décrypter et décortiquer tout ce qui ne fonctionne pas et pourquoi ça ne fonctionne pas et quels sont les freins et les besoins. Donc la première partie du projet de vie, c'est je présente mon enfant, je décris sa situation, nom, prénom, lieu de vie, mais son quotidien, sa famille, son sommeil, sa vie scolaire, sa vie sociale, sa santé. Je peux aussi décrire une journée type. Hygiène, repas, déplacements, vie sociale, vie à l'école, vie en famille, c'est important. Même s'il y a un accueil en structure, il faut parler de la vie en famille, le sensoriel, la santé, les loisirs, l'organisation du quotidien. Donc je parle de mon enfant, je présente sa situation, je décris ses besoins au niveau de la vie sociale, au niveau de son autonomie, au niveau de sa scolarité et je développe chaque item au besoin. Il y en a un qui peut être à plus développé que l'autre et
fonction des besoins, je décris les projets et les demandes pour mon enfant. Dans le projet de vie, il faut répéter, il faut expliciter l'objet de la demande et pourquoi on fait ce dossier, qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière. Donc, je décris les projets et les demandes par rapport aux différents dispositifs et par rapport aux différentes prestations que propose la MDPH. Ça, c'est le projet de vie pour les enfants. Je vais essayer de revenir à cette partie-là pour vous ouvrir celui pour les adultes, qui revient, à la même chose, mais qui permet d'évaluer, de comprendre, tout pareil, les difficultés, les besoins, comme si on échangeait avec eux. Donc là, pour un adulte, je vais présenter, je vais décrire ma situation, mon profil, qui je suis, mon milieu de vie, mes ressources financières, mes aides actuelles, ma vie personnelle, professionnelle, mon parcours scolaire. Je vais parler de mon quotidien, de ma vie professionnelle, de ma santé. Et puis, je peux décrire, alors là, on n'est peut-être pas sur une journée type, on peut être sur une journée type, mais on peut être plus sur une semaine type, en parlant des repas, des déplacements, de la vie sociale, familiale, de la vie au travail, voilà, de mon quotidien. Vraiment une photographie. Dites-vous qu'il faut que la MDPH, elle vous ait en photo sous toutes vos faces et sous tous vos angles, au quotidien, à la maison, dans les relations, dans la vie sociale, dans la santé, dans le travail, dans les loisirs. Je décris mes difficultés et mes besoins. Je dis souvent aux familles: «Présentez-vous». Ne parlez pas de ce qui ne va pas dans un premier temps, mais présentez-vous sur qui vous êtes, ce que vous faites, d'où vous venez. Et ensuite, on fait un focus sur mes difficultés et mes besoins. C'est bien différent. Moi, j'ai souvent, tendance à proposer aux personnes de faire 2 paragraphes. «À aujourd'hui, je suis en difficulté pour» et on construit effectivement l'écrit, en thématisant, au niveau de l'autonomie, des déplacements, des loisirs, du professionnel et de la vie sociale. Parce que ça, c'est vraiment des zones d'évaluation que la MDPH va vraiment, observer sous la question de l'autonomie, du professionnel et de la vie sociale, puisque les réponses ne seront pas les mêmes. Donc on va parler des difficultés et souvent, j'aime à dire on peut faire un paragraphe sur, voilà: «Je ne peux pas faire ça et j'ai besoin d'eux». Voilà pourquoi je viens vous chercher aujourd'hui, pourquoi viens vous voir. Voilà pourquoi je vous écris tout ça. J'ai besoin d'eux, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de pouvoir avoir une carte de stationnement parce que je peux faire ça. Mais à aujourd'hui, dans mon village, dans ma ville, c'est beaucoup trop loin et j'ai besoin d'un tiers. Voilà, il faut rapporter à son quotidien et je décris mes projets et mes demandes. Voilà, on rapporte toujours à la fin du projet de vie. Hem, Ce projet de vie, ne l'écrivez pas sur le dossier MDPH, écrivez-le à côté. Écrivez-le à côté et faites-le vivre. C'est en tout cas les conseils que je donne aux personnes que j'accompagne. Heu, je pense que maintenant on peut tous le taper à l'ordinateur ou le faire taper à l'ordinateur parce qu'il va évoluer au fil des ans. Il va évoluer pour les enfants comme pour les adultes et les besoins qui seront, mis, en avant ne seront pas les mêmes et en l'ayant écrit une fois, une première fois, on pourra, ensuite venir rajouter, des choses. Je trouvais important de venir vous présenter aussi, alors je ne suis plus du tout en plein écran, mais un formulaire spécifique. Alors je vais déjà représenter, si vous ne le connaissez pas déjà et j'espère que si, le formulaire qui a été créé et qui est désormais en ligne. Je me remets en plein écran. Je suis bien en plein écran, Gwendoline? Ouais, vous devez le connaître, il est disponible sur le site de la CNSA. C'est un gros formulaire, hein, mais qui est facultatif et qui, dans le cadre de maladies rares, peut venir, transmettre des informations complémentaires sur les conséquences de la maladie ou du handicap rare dans la vie quotidienne. On ne le trouve pas dans les formulaires MDPH que les MDPH nous donnent. En tout cas, sur ma région, la MDPH ne le distribue pas systématiquement et ça a du sens puisque c'est pour les maladies rares. On le trouve sur le site de la CNSA. Voilà, je vais avancer. Il est fait avec les mêmes catégories A, B, C, D que ce qu'on trouve sur un formulaire MDPH. Faut pas hésiter à le remplir. Ça peut être rempli par un médecin, mais ça peut être rempli par le professionnel qui accompagne et ou l'entourage familial. Moi, je le fais souvent avec les familles et j'en fais un avec la personne parce que quelquefois on n'a pas les mêmes réponses et c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est un formulaire qui est assez long, qui existe, qui a le bénéfice d'exister. On n'est pas obligé de tout remplir, hein. Vous voyez comment se déroule votre semaine. Heu
Voilà, c'est vraiment détaillé, activité, durée. C'est des choses qui n'existent pas, dans le dossier MDPH. C'est des choses qu'on ne développe peut-être pas dans le projet de vie, et qui là, du coup, sont présentées et qui nous permettent de pouvoir penser et réfléchir à ça. On parle du soir, mais on parle aussi de la nuit. Ça n'y est pas. Voilà, et puis les remarques. Donc ça, c'est le formulaire complémentaire. Il est assez long, mais voilà, il est très, très précis et il est très intéressant à utiliser. Je parle de ce formulaire parce que j'allais vous parler d'un autre formulaire qui, là, pour le domaine soutien à l'autonomie, existe et qui lui n'est pas diffusé pour le moment, mais qui est tout à fait utilisable. Il est expérimental, comme l'a été celui des maladies rares, et on espère qu'il sera validé. C'est mes collègues du CRA, Pays de Loire, qui me l'ont transmis et qui l'utilisent et qui invitent les familles à être utilisées. C'est un questionnaire qui, encore une fois, n'est pas obligatoire. Il est recommandé afin d'aider l'équipe pluridisciplinaire à mieux cerner les besoins. C'est un formulaire qui est constitué de 2 parties. Une partie 1, on l'appelle le volet 3 du certificat médical, qui est à remplir par le médecin, et une partie 2, retentissement dans la vie quotidienne, qui est à remplir par la personne et ou son entourage. Encore une fois, on peut le remplir avec la personne et on peut remplir un deuxième avec, ou le professionnel ou un professionnel qui encadre. Heu Je vous montre la partie médicale. Voilà, elle vient, apporter des précisions sur ce qu'on ne trouvera pas peut-être pas de la même façon et de façon si précise, où le médecin, là c'est le médecin, vient noter et vient préciser, des altérations, des fonctions suivantes, sur la question de l'attention, de la mémorisation, du langage oral, écrit, calcul, manipulation des chiffres, fonction exécutive, perception, expression de la douleur, pensée. Voilà, motivation, cognition sociale, métacognition. C'est très, très, très détaillé, j'en conviens, mais aujourd'hui, c'est un outil qui fonctionne, assez bien sur, notre secteur pour venir faire valoir les droits, à ce nouveau volet de la MDPH avec vraiment un zoom, spécifique, TND. Donc ça, c'est la partie médicale, toujours signée, même présentation que le formulaire médical. Et là, c'est la partie qui s'adresse à la personne et son entourage. C'est noté. Si plusieurs personnes souhaitent le compléter, c'est tout à fait possible. Et on est toujours sous forme de A, B, C, D, comme la MDPH, donc ça ne change pas. Et on est sur voilà, exigence générale, relation à autrui. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est écrit tout petit peut-être pour vous aussi. Mobilité, capacité motrice. Donc il y a vraiment le détail du déplacement, hein. Se déplacer dans un environnement familier, se déplacer dans un environnement non familier, se déplacer avec un moyen de transport individuel, se déplacer avec un moyen de transport en commun, conduire un véhicule. Voilà, entretien personnel, laver et sécher son corps, utiliser l'eau et les produits ou matériels et méthodes appropriées, savoir régler la température de l'eau, se laver les dents. Hem, c'est tout un tas d'activités qui ne sont pas forcément qui ne sont pas détaillées, ailleurs, qu'on ne pensera peut-être pas à détailler dans le projet de vie et qui, sont questionnées ici et qui, mises en évidence, permettent vraiment d'apporter, une plus-value au dossier et à l'évaluation de l'équipe. Donc voilà, ça c'est le formulaire, qui est, tout à fait utilisable par tous, du CRA, et j'en ai terminé, avec la présentation de ce nouveau dispositif, et de ses contours, en espérant, vous avoir apporté, des réponses à vos questions et vous avoir éclairé plus que de vous avoir perdu, je n'espère pas.